parfait. Alors, déjà, merci à vous de suivre et d'évaluer cette soutenance. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. On va parler de la Côte d'Ivoire, qui est un pays qui est la locomotive en fait des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de situer le sujet de ma soutenance dans ce pays-là en particulier. Alors, cette thèse que je vais vous présenter, elle consiste en une analyse des freins structurels, en une proposition d'un modèle pour favoriser la création, la structuration et la pérennisation des entreprises en Côte d'Ivoire. Alors, on va parler très rapidement en introduction de ce pays et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de me concentrer sur cette zone géographique. Alors, moi, je suis originaire du Niger, qui est donc un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai toujours été intéressé par le sujet du développement de l'Afrique et en particulier de l'Afrique de l'Ouest. Il faut savoir qu'en Afrique de l'Ouest, les institutions de développement et les institutions politiques et monétaires sont organisées autour d'une union qui s'appelle l'Union économique et monétaire ouest-africaine, donc l'UEMOA. Et au sein de cette union, la Côte d'Ivoire constitue vraiment la locomotive économique d'un ensemble de 8 pays. Donc, en m'intéressant moi au sujet du développement, je me suis penché directement sur le pays qui avait le tissu économique le plus dynamique, le plus développé, qui est donc la Côte d'Ivoire. Donc, il s'agit d'un pays de 31 millions d'habitants qui réalise un PIB assez intéressant pour l'Afrique et en particulier de l'Ouest de 97 milliards de dollars en 2024, qui connaît une croissance dans les 10 dernières années entre 5 et 8%, un taux de chômage assez faible, un taux d'inflation maîtrisé entre 3 et 4%. Et au sein de cette économie-là, le secteur tertiaire est dominant, suivi donc par le secteur secondaire à 25% et le secteur primaire qui représente 20% de l'économie. Ce qu'on remarque en fait dans ce pays-là, c'est qu'on a un tissu économique qui est très dynamique et malgré cela, on a une structure de l'économie qui limite en fait le potentiel de développement du pays. Donc, on a un vrai paradoxe quand on observe, par exemple, le nombre d'entreprises qui sont immatriculées tous les ans. On en a à peu près 40 000. Pour vous donner une idée, en France, depuis 2023, on a passé la barre du million d'entreprises immatriculées tous les ans. Mais par rapport au contexte de l'Afrique de l'Ouest, ça reste le chiffre de 40 000 reste quand même très intéressant parce que le deuxième pays où l'on crée le plus d'entreprises en Afrique de l'Ouest, c'est le Sénégal, qui est toujours autour de 30 000 entreprises par an. Donc, on a là en Côte d'Ivoire, il s'agit vraiment d'un pays qui est très dynamique et qui a une réelle fibre entrepreneuriale qui est ancrée dans les habitudes. Et en parallèle, on remarque que malgré ce dynamisme et cette volonté de créer des structures immatriculées et de se formaliser, on a quand même la moitié du PIB qui provient du secteur informel. Alors ça, c'est dû à différents facteurs d'ordre socio-économique, d'ordre historique, et que l'on pourra développer par la suite dans le cadre de cette soutenance. Donc la problématique autour de laquelle enfin, cette soutenance s'articule, c'est comment une plateforme intégrée qui allie formalisation juridique, outils de gestion, accompagnement marketing, peut favoriser la création, la structuration et la pérennisation des entreprises en Côte d'Ivoire. Parce que pour revenir à ce que je disais en introduction, moi je voulais réellement travailler sur le sujet du développement et on se rend compte qu'aujourd'hui le développement en Afrique de l'Ouest euh, re- pendant de longues années a reposé en fait sur les politiques publiques et ça ne fonctionne pas, ça ne suffit pas et aujourd'hui les pouvoirs publics encouragent
le développement du secteur privé parce que c'est ce qui va réellement permettre de créer davantage d'emplois et de permettre le développement des pays d'Afrique et d'Afrique de l'Ouest en particulier. Donc, il y a un sujet au niveau de la création d'entreprises, mais en travaillant sur ce sujet, je me suis très vite rendu compte que immatriculer des entreprises ne suffisait pas. Parce que si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, 80% des entreprises disparaissent au bout de la cinquième année. Donc, immatriculer les entreprises ne suffisent pas, il faut les accompagner, il faut leur donner les outils qu'il faut pour leur permettre de se développer, et il faut les accompagner aussi sur le plan, le plan du marketing pour leur permettre de gagner en visibilité. Donc, c'est à cela que l'on souhaite répondre aujourd'hui. Alors, l'hypothèse émise est que la centralisation des services constitue un levier majeur pour la structuration et la pérennité. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on observe sur le marché ivoirien, c'est une réelle fragmentation du parcours entrepreneurial. Pour immatriculer sa société, on a affaire à un interlocuteur en particulier. Pour payer ses impôts, on a affaire à un deuxième interlocuteur. Pour développer son image de marque, on a affaire encore à d'autres acteurs, et ainsi de suite sur l'ensemble du parcours entrepreneurial. Donc l'objectif de la thèse aujourd'hui sera d'analyser les limites structurelles du parcours entrepreneurial ivoirien, d'identifier les manques dans l'accompagnement qui existe, mais qui doit être optimisé, de proposer un modèle opérationnel réaliste et adapté aux réalités du pays, passer d'une logique de création d'entreprise à une logique de continuité et de structuration pour permettre réellement le développement du pays. Donc, la méthodologie qui a été appliquée dans le cadre de cette thèse repose principalement sur quatre piliers. Donc, la recherche documentaire approfondie sur Internet, l'analyse et l'étude de rapports institutionnels d'ONG et également de bailleurs. Deux entretiens d'ailleurs avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et des entretiens avec des entrepreneurs qui évoluent sur le marché ivoirien. Le plan de cette soutenance se déclinera en trois parties. Donc, tout d'abord, on verra ensemble les défis et les réalités du contexte entrepreneurial ivoirien. Ensuite, on identifiera les leviers qui pourraient permettre de structurer cet entrepreneuriat. Et enfin, on proposera donc une solution holistique à un besoin fragmenté que je décrivais tout à l'heure. Donc, tout d'abord, les défis et les réalités du contexte entrepreneurial ivoirien. Alors, on a différents obstacles donc sur le parcours entrepreneurial que j'ai essayé de regrouper par catégorie. Tout d'abord, on a des obstacles administratifs et institutionnels parce que en fait le cadre administratif euh, euh, contient de nombreuses barrières qu'il faut pouvoir identifier et régler. Donc, notamment le temps que l'on perd rien que dans la création de l'entreprise au niveau de l'immatriculation, le dépôt des statuts, la création d'un compte bancaire de société. Ensuite, on aura des obstacles d'ordre financier. Le principal problème aujourd'hui en Afrique, c'est qu'on a un risque trop élevé sur le secteur privé, ce qui fait que le peu d'entreprises qui arrivent à lever du financement s'endettent très très cher. Pour vous donner un exemple, sur un crédit à la consommation en Côte d'Ivoire, les meilleurs taux sont autour de 15-16%, et un crédit immobilier, les meilleurs taux sont autour de 7-8%. Donc, le financement coûte très cher et les entreprises on peine énormément en fait à obtenir des crédits. Et chez les TPE, on remarque que moins de 15% des demandes de crédit sont finalement acceptées. Ce qui fait que les entrepreneurs se tournent vers des solutions parallèles telles que la microfinance ou les tontines, voire même parfois des prêts familiaux. Il existe aussi des obstacles d'ordre territoriaux. Ce qu'on observe dans la majorité des pays africains, c'est que même les plus développés ont une capitale qui s'en sort pas trop mal, donc qui est assez développée. Et dès qu'on sort de la capitale, en fait, dans les zones rurales et les régions un peu plus reculées, ça reste encore des villages. Ce qui fait que l'activité économique est
est vraiment concentré dans les capitales, donc à Abidjan pour la Côte d'Ivoire, qui regroupe 80% des entreprises. Et les déplacements pour les entrepreneurs qui n'habitent pas à Abidjan sont très coûteux. Et on remarque une inégalité d'accès malheureusement aux infrastructures numériques qui fait que même des solutions digitales qui seraient donc déployées à l'intérieur du pays ne pourraient pas permettre de combler totalement le gap de développement. Il y a aussi des obstacles socio-culturels dont je parlais en introduction. On remarque une véritable réticence à se formaliser parce que les entrepreneurs se disent que euh, à activité égale, un entrepreneur formalisé et un entrepreneur non formalisé, la seule différence, ce sera des charges en plus. Donc c'est ce qu'ils imaginent, mais ils sont loin de savoir qu'il existe différents dispositifs qui pourraient leur permettre de défiscaliser leur activité pendant un certain nombre d'années en fonction du secteur d'activité et de la zone géographique où ils se trouvent. Et ils ignorent aussi que ils ne pourront pas accéder à des prêts bancaires s'ils n'ont pas de société normalement constituée avec des bilans qui sont effectués et publiés tous les ans. Donc ensuite, après avoir analysé très rapidement ce parcours, on se rend compte qu'il y a une véritable fragmentation en fait dans ce parcours. Donc, on va essayer de regrouper le parcours en trois piliers. Donc, quand je lance une activité, je dois d'abord créer mon entreprise et l'immatriculer. Ensuite, il va falloir la gérer quotidiennement et ensuite, ou parallèlement même, il faut lui apporter de la visibilité pour soutenir donc l'activité commerciale. Et en fait, au niveau de ces trois piliers, on est confronté à chaque fois à des interlocuteurs différents et à des messages différents. Et les entrepreneurs qui sont parfois spécialistes de leur cœur de métier ont du mal à bien saisir euh, le, la continuité qu'ils doivent eux-mêmes venir apporter en fait à ce parcours-là, parce que d'un interlocuteur à un autre, ils ne sont pas orientés. Ce qui fait qu'ils perdent énormément de temps. Et les conséquences directes donc de cette fragmentation, c'est principalement une absence de vision d'ensemble en fait du projet entrepreneurial, parce que par exemple, on va vendre des bouteilles d'eau, mais on n'est pas spécialiste du marketing et on ne sait pas qu'il faut des autorisations pour vendre des bouteilles d'eau. Et donc, on perd du temps, on perd de l'argent et forcément, c'est ce qui crée ce haut taux de mortalité des entreprises dès les premières années. Donc, je le disais, l'économie ivoirienne est fortement dominée par le secteur informel. Et cela, tout d'abord, parce qu'il y a des véritables freins à la formalisation. Donc, on a parlé de la complexité des démarches, du coût de ces démarches-là. Il y a aussi la peur de la fiscalité, parce qu'on se dit que, enfin, les entrepreneurs se disent qu'ils ne voient pas forcément où passeraient leurs impôts, donc ils ne sont pas vraiment encouragés à se formaliser et à payer des impôts parce qu'ils n'en voient pas les bénéfices. Il y a aussi un manque d'informations sur les dispositifs donc d'exonération qui existent et une méfiance vis-à-vis de l'administration qui fait que le secteur informel reste dominant en Côte d'Ivoire. Et cela a des conséquences autant pour l'État que pour les entreprises. Donc pour l'État, forcément, moins d'entreprises immatriculées, c'est moins d'impôts, donc un trou dans l'assiette fiscale qu'on estime à plus de 30,5 milliards d'euros. Ça fait à peu près 20 000 milliards de francs CFA. Donc, c'est vraiment énorme en termes de pertes. Et ce qui fait que la capacité financière de l'État est réduite. Et du coup, cela impacte forcément les politiques publiques et ralentit le développement.
Du côté des entreprises, les entreprises qui ne sont pas immatriculées ne peuvent pas accéder au marché public et donc sont cantonnées au business qu'ils arrivent à réaliser en fait auprès de leur clientèle. Ils sont donc exclus des chaînes de valeur formelles et ils ne peuvent pas accéder au financement comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui réduit leur productivité et les fait atteindre très rapidement un plafond de verre parce que vu qu'ils ne peuvent pas s'endetter pour scaler leur business, bah, ils sont cantonnés parfois au même niveau pendant 10, 20, 30 ans pour ceux qui arrivent à survivre. Alors qu'ils pourraient aller lever du capital, lever du financement pour développer leurs activités, recruter davantage et contribuer encore plus au développement du pays. Euh, Enfin, donc, pour terminer sur cette première partie, on se rend compte donc qu'il y a une réelle nécessité d'instaurer un cadre incitatif à la formalisation. Et pour cela, il faut communiquer sur les bénéfices de la formalisation. On peut parler par exemple de sécurité juridique, parce qu'aujourd'hui, un entrepreneur qui exerce sans entreprise, en fait, engage sa responsabilité personnelle, alors qu'il pourrait être protégé selon différentes formes juridiques. Euh, il y a aussi la crédibilité économique et sociale parce qu'aujourd'hui, un entrepreneur, même quand il a une entreprise qui marche bien, si elle n'est pas formalisée, il peinera fortement à attirer des talents qui auront peur de travailler pour lui parce que ça restera un emploi précaire à partir du moment où ils n'ont pas de contrat de travail, n'ont pas de sécurité sociale. Ça freine du coup l'activité de l'entreprise. Et la formalisation oblige également à être compliant sur la comptabilité, par exemple, donc à publier à publier des bilans, donc à aller structurer son entreprise en faisant appel à des comptables ou à des experts comptables, ce qui permet donc au final d'avoir une meilleure gestion et un meilleur pilotage de l'activité. Alors, le rôle de l'État et des institutions publiques dans l'établissement de ce cadre euh, qui pourrait promouvoir donc l'immatriculation. Tout d'abord, l'État a créé un guichet unique de création d'entreprise il y a à peu près 5 ans, qui est censé regrouper tout ce dont l'entrepreneur a besoin pour lancer son activité. Mais malheureusement, ce qu'on observe, c'est que ce guichet unique s'inscrit en fait toujours dans le même écosystème fragmenté et permet d'avancer sur le sujet de l'immatriculation, mais ne répond pas du tout aux autres étapes du parcours entrepreneurial. Et on se rend compte également qu'il y a des difficultés techniques sur ce guichet unique-là qui rencontre souvent des bugs et dont aujourd'hui la, la durée moyenne de création d'entreprise a été augmente en fait avec le temps. On est passé de 3 jours, aujourd'hui c'est presque 5 jours. Pour la petite histoire, moi j'ai fait le test dans le cadre de cette thèse et j'ai fait appel à une legal tech qui s'appelle Legafric pour ouvrir une société et me rendre compte de ce parcours entrepreneurial-là en Côte d'Ivoire. Et ça m'a pris 3 mois, en passant par le guichet unique et en sollicitant un intermédiaire pour accélérer le processus. Ça m'a pris 3 mois pour avoir mes documents. Donc, il y a un réel sujet et que l'État doit prendre en main. Euh, sur le plan fiscal, le code fiscal ivoirien prévoit déjà une palette d'exonération en fonction du secteur d'activité et des zones géographiques, mais le problème, c'est que ces dispositifs sont mal connus. L'information n'est pas diffusée, il n'y a pas de réelle campagne de sensibilisation des entrepreneurs pour leur présenter ces programmes fiscaux qui sont réellement avantageux pour eux. Euh, Comme je disais en introduction, il n'y a pas que l'État qui doit prendre les choses en main. Les acteurs du secteur privé ont également leur rôle à jouer. Je parlais tout à l'heure d'une Legal Tech qui m'accompagnait. Il y a également des incubateurs, des accélérateurs, des cabinets de conseil et des institutions financières qui sont là pour promouvoir l'entrepreneuriat et financer les projets. Donc, tous ces acteurs-là, ils jouent un rôle de pédagogue et d'accompagnateur
auprès des entrepreneurs. Mais le problème, c'est qu'ils jouent tous ce rôle-là de leur côté. Donc, on est encore dans un environnement hyper fragmenté. Et il y a un besoin de coordination de cet ensemble-là pour être réellement efficace. Donc, en synthèse de cette première partie, je dirais que, en fait, il y a une véritable nécessité de créer un modèle intégré et progressif. Et la formalisation seule ne suffira pas. Il faut intégrer les autres pans qui sont le marketing et la gestion. Donc, en deuxième partie, nous verrons très rapidement les leviers pour structurer l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Donc, tout d'abord, on a parlé de la formalisation et de son importance. Donc, je vais passer rapidement sur cela et pour souligner les conséquences d'une mauvaise formalisation. Donc, tout d'abord, les difficultés que les entrepreneurs rencontrent aujourd'hui sur le marché découragent les entrepreneurs. Et rien que ça, c'est suffisant à plomber l'activité économique du pays. Beaucoup, notamment qui viennent de l'étranger et qui connaissent d'autres modèles, se découragent très vite quand ils voient les difficultés et les délais auxquels ils sont confrontés. Ensuite, on a le sujet des outils de gestion. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que pour les petites entreprises, en fait, il n'y a aucune offre d'outils réellement adaptés aux petites entreprises dans le cadre de la gestion d'entreprise. Pour gérer leur facturation, la paie et les ressources humaines, tous les outils qui existent pour le peu qui existe sur le marché ivoirien, visent en fait les grandes structures qui sont déjà qui sont déjà bien structurées en interne avec un comptable, un DRH, etc. Et donc l'impact de ce manque d'outils adaptés, c'est malheureusement une mauvaise gestion, hein, tout simplement, des entreprises qui se lancent en Côte d'Ivoire. Sur le plan marketing et communication, on relève quatre principales difficultés qui sont déjà la méconnaissance des leviers marketing. Parce que, comme je disais, les entrepreneurs qui maîtrisent leur cœur de métier ont beaucoup de mal à comprendre les métiers des autres, notamment ceux des communicants. Donc, ils ne savent pas quel levier de communication existe, quel format, ni comment les utiliser. Et lorsqu'ils se tournent vers des agences de communication, celles-ci visent aussi des grandes structures, donc en fait leur offre n'est pas du tout adaptée. Donc on a des prestations qui sont surdimensionnées pour les TPE et les PME. Et malheureusement, pour le peu d'entrepreneurs qui savent qu'il faut communiquer, ils le font et le font mal. Ce qui soutient encore ce haut taux de mortalité des entreprises. Donc, en synthèse de cette partie 2, donc on retiendra que les limites structurelles identifiées sont d'abord une formalisation qui reste trop isolée et qui ne s'inscrit pas dans un parcours continu, des outils de gestion qui sont peu accessibles et des prestations marketing qui sont également inadaptées aux petites entreprises. Ce qui fait que les entrepreneurs évoluent sans réel cadre structurant. Donc l'enjeu ici n'est pas de venir créer en fait de nouveaux dispositifs qui vont encore plus complexifier cet environnement fragmenté, mais plutôt de repenser en fait l'articulation de ce tout pour avoir quelque chose d'efficace. Donc en troisième partie, je vous présente très rapidement la réponse que je propose pour répondre à ces différents défis. Donc on l'a vu aujourd'hui, on est dans un environnement très fragmenté qui est représenté par le puzzle et le casse-tête qu'on a sur la partie gauche. Et demain, l'idée, c'est de créer une plateforme unique qui intégrera tous les services essentiels pour sécuriser le parcours et la création de la création de l'entreprise jusqu'à sa croissance. Donc, l'idée de cette plateforme, l'objectif en tout cas, c'est de réduire la fragmentation, offrir un parcours plus clair et accompagner l'entrepreneur de la création de son entreprise jusqu'à ce qu'elle porte réellement ses fruits et contribue en fait au développement du pays. Donc cette plateforme que l'on propose repose sur trois principaux piliers. Tout d'abord, la formalisation juridique. Donc, accompagner les entrepreneurs pour déterminer la forme juridique de leur entreprise, rédiger les statuts, aller les déposer et immatriculer la société. Ensuite, la gestion d'entreprise qui serait adressée à travers un SaaS qui proposerait différents modules donc de facturation, de trésorerie, de gestion de la paye et aussi de préparation vis-à-vis des obligations fiscales. Et enfin, un troisième
pilier qui est celui du marketing et de la communication. Pour répondre à la problématique que l'on a identifiée aujourd'hui, la solution, c'est de standardiser les prestations. À grande échelle, on a parlé de 40 000 entreprises immatriculées tous les ans. Si cette plateforme arrive à en capter 10%, on sera déjà à 4 000 entreprises par an. On ne peut pas se permettre de passer trop de temps sur les projets de chacun. Donc la clé, c'est vraiment la standardisation. Il faut pouvoir permettre à tous les entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui de pouvoir créer un logo, créer un site internet si c'est pertinent, créer des visuels pour les réseaux sociaux, avoir un calendrier de publication, faire de la pub en affichage qui ne coûte rien en Afrique, à la télé, à la radio, de manière aisée et rapide et efficace. Et pour cela, il faut créer des templates sur tous les formats que je viens d'énumérer et permettre à ces entrepreneurs-là d'y accéder et de les adapter en ayant bien sûr un account manager qui les suivra et qui adaptera donc ces formats à leur contexte. Mais l'idée, c'est vraiment la standardisation, la clé du marketing discount, on va dire. Le modèle économique de cette plateforme est celui du freemium. Donc, on souhaite que la plateforme soit accessible et disponible pour tous et qu'elle puisse même accompagner les entrepreneurs qui ne souhaitent pas payer à travers des guides de l'entrepreneuriat et aussi des articles sur le sujet qui permettront en fait de développer davantage la fibre entrepreneuriale et de sensibiliser les entrepreneurs et aussi les pouvoirs publics d'ailleurs sur tous les enjeux, les défis que représente l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Euh, Au-delà donc de cette première partie gratuite, proposer donc des prestations payantes pour la formalisation, la gestion et le marketing. Donc les conditions de succès pour que ce modèle économique fonctionne, c'est d'abord la confiance des entrepreneurs qui se fait souvent par association, hein, la confiance. Donc aujourd'hui, on est conscient que l'écosystème existe, qu'il est formé de différents acteurs et que ces acteurs-là, on n'a pas pour vocation de venir les remplacer. L'idée, c'est de venir travailler avec eux et de développer des partenariats solides avec eux, avec les cabinets d'avocats pour la partie légale, avec les agences de communication pour toutes les prestations de communication qui sortiraient du cadre standardisé que je décrivais, et aussi avec les accélérateurs qui sont présents sur le marché et qui essayent de promouvoir l'entrepreneuriat. Donc, je le disais en introduction, en Côte d'Ivoire, on a 80% des entreprises qui sont concentrées dans la capitale. Donc, l'idée de cette stratégie de la stratégie de déploiement qui sera appliquée, c'est d'abord de se concentrer sur la capitale et ensuite de se développer progressivement donc dans les zones les plus reculées et en ayant en fait un management vraiment agile qui nous permettra de remettre les solutions tout le temps en question, de voir comment elles sont adoptées par les utilisateurs et de les adapter réellement à l'utilisation qu'ils veulent en faire. Le piège serait d'être trop prétentieux et d'imaginer une solution parfaite dès le départ et de se focaliser dessus sans laisser la place à l'évolution et malheureusement, c'est comme ça que la plupart des projets disparaissent très rapidement. Donc, cette idée d'évolutivité et de progressivité est vraiment ancrée dans la réflexion. Alors, pour valider ce projet, je me suis reposé principalement sur les entretiens que j'ai pu faire donc avec des acteurs institutionnels, mais également des entrepreneurs, mais également à travers l'analyse du parcours de création d'entreprise que j'ai pu moi-même faire dans le cadre de la création donc
d'une société à travers la société Legafric, et également la confrontation en fait des témoignages de ces interviews à la littérature existante qui se compose en fait principalement de rapports et d'études donc d'organisations internationales. Donc les profils interrogés étaient tout d'abord le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, avec qui j'ai fait 2 entretiens et qui a été très intéressé par le sujet et qui m'a vraiment beaucoup encouragé à travailler sur la question et à essayer de développer cette plateforme-là qui viendrait en complémentarité avec ce qu'essaye de réaliser la Chambre de commerce en Côte d'Ivoire. J'ai également interrogé 4 entrepreneurs différentes, donc mesdames Dufour, Diomandé, Koné et Kouassi, qui évoluent toutes dans des secteurs d'activité différents. Donc il y en a une qui est fondatrice d'une conciergerie, une directrice d'agence immobilière, une qui a fondé la société DAFKI qui fait de la transformation agricole de cacao et l'exportation également. Et Madame Kouassi qui est directrice d'une entreprise d'e-learning qui accompagne donc les entreprises dans leurs besoins de formation. Alors, au terme de cet ensemble d'interviews, les enseignements que j'ai pu en tirer sont que tout d'abord, effectivement, la formalisation, en fait, elle est vécue comme une étape administrative totalement isolée et qui n'est pas du tout liée au projet entrepreneurial. C'est vraiment une première étape pour être une première étape de conformité qui n'apporte rien de manière directe au réel défi de l'entrepreneuriat en fait qui suit. Ensuite, euh, l'ensemble des entrepreneurs que j'ai interrogés ont souligné ce déficit d'accompagnement structuré dans les premières années. Pour la plupart, à travers les échanges qu'on a pu avoir, leur récit, c'est qu'elles avaient une idée, elles se sont lancées sans vraiment savoir ce qu'il fallait faire et vers qui il fallait aller et quels sont du coup les différents interlocuteurs à solliciter et qu'au final, ce qu'elles ont réalisé en un an, elles auraient pu le réaliser en un mois si les choses étaient beaucoup mieux structurées, si elles avaient réellement un accompagnement présent pour leur dire à quelle porte taper et pour quelles raisons et quels bénéfices en tirer. Également, on relève donc le sujet d'une gestion quotidienne qui est vraiment intuitive pour l'ensemble de ces entrepreneurs-là. Et ça rejoint en fait cette idée et ce manque d'accompagnement que l'on veut, auquel on veut venir répondre dans le cadre de ce projet de plateforme intégrée. L'ensemble de ces enseignements a également été confirmé par les recherches que j'ai pu effectuer dans les rapports et les études, notamment de la Banque mondiale, de l'OCDE, mais également du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Donc, principalement, la prédominance du secteur informel qui a un frein à la productivité, à la mobilisation des ressources fiscales, l'insuffisance des dispositifs d'accompagnement, donc ce que je disais à l'instant, le rôle déterminant des outils de gestion simples pour pouvoir gérer la comptabilité, la paye, etc. au sein de l'entreprise et l'impact négatif de la fragmentation de ces services. Donc, tout cela vient confirmer encore une fois l'hypothèse qui a été émise au départ de cette présentation. Donc, très rapidement, pour conclure sur les recommandations, donc, elles consistent principalement en la proposition d'un accompagnement entrepreneurial plus complet, mais également l'intégration de la formalisation dans une logique incitative et graduelle, donc là qui dépend vraiment des pouvoirs publics et qui doivent sensibiliser les entrepreneurs. Le développement de partenariats structurés et coordonnés pour fluidifier le parcours entrepreneurial. Ce que je disais, c'est que la plateforme n'a pas vocation à venir remplacer tous les acteurs qui existent déjà dans cet écosystème, mais à venir mieux travailler avec eux et créer vraiment un fil rouge qui permettra à tout le monde d'être beaucoup plus efficace. Et il faudra donc, pour y arriver, développer des outils de gestion beaucoup plus simples et proportionnés aux petites entreprises, mais également des solutions donc, de marketing à travers la standardisation et reconnaître les plateformes privées comme des partenaires de politique publique. C'est un point important parce que la Legal Tech à laquelle j'ai fait appel pour créer ma société et analyser le parcours entrepreneurial se plaignait justement de ne pas pouvoir travailler de manière plus rapprochée
avec les institutions publiques, alors que le président de la Chambre de commerce que j'ai interrogé, lui, a montré une réelle volonté justement de pouvoir travailler avec les privés qui auraient ce type d'initiative. Donc, en fait, je pense qu'il y a quelque part un manque de communication des deux parties qui fait que ça manque d'efficacité. Enfin, la dernière recommandation est d'encourager vraiment l'expérimentation et l'itération des dispositifs. Euh, tout n'est pas parfait, mais il faut tester les choses, surtout dans des marchés en développement comme ceux de l'Afrique de l'Ouest. Il faut tester les choses, il faut essayer et voir comment répliquer parfois des modèles qui marchent bien à l'extérieur et comment les adapter aux réalités locales. Et c'est vraiment dans cette dynamique d'expérimentation que l'on arrivera à trouver des solutions qui permettront le développement réel donc de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest. Donc euh, en conclusion, la Côte d'Ivoire donc est cette locomotive de l'Afrique de l'Ouest, mais elle reste confrontée à ce paradoxe de dynamisme entrepreneurial et de domination du secteur informel. Pour pouvoir y répondre, il faut faciliter la formalisation. Et derrière la formalisation, il va falloir également accompagner les entrepreneurs dans leur croissance et dans le développement de leur activité. Pour ce faire, il faut leur mettre en main des outils de gestion qui sont réellement adaptés et leur permettre aussi d'être visibles et de se démarquer à travers des prestations marketing et communication accessibles. Créer une plateforme qui regrouperait ces trois piliers serait réellement une réponse pertinente, comme l'ont pu le confirmer les entretiens que j'ai pu avoir et l'analyse des différents rapports également. Mais je vous laisse du coup euh, euh, m'interroger sur les points qui nécessiteraient donc des précisions ou si vous avez n'importe Merci quelle Abibou. interrogation. Merci. Merci Abibou.